Une des grandes clés de la réussite de la parentalité réside pour beaucoup dans l'anticipation. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va parler de parentalité ce matin avec Karima Chadibaou. Bonjour. Bonjour Karima. Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes coach familial, parental, cofondatrice de l'école Lénat à Saint-Ouen. Vous formez la nouvelle génération de naturopathes. Voilà, et notamment. de thérapeutes aussi, de naturopathes et de thérapeutes en thérapie brève et thérapie aussi holistique, intégrale. Voilà. Les nouvelles vous et les nouveaux vous. Voilà, oui. Gilles Vaquier de La Beaune est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes créateur de l'atelier du futur papa, le premier concept de formation à la parentalité dédié au futur père. Un atelier de futur papa qui est né d'un drame heureux, lequel ? Une chute dans les escaliers de ma fille à l'âge de 9 mois, qui a été très traumatisante, une erreur qui peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, si on se renseigne sur les chiffres, ils sont absolument catastrophiques en France. Vous savez qu'on parle beaucoup des accidents de la route, mais très peu des accidents domestiques. Ça représente 7 fois plus de victimes un accident domestique qu'un accident de la route. Ça m'est tombé dessus, alors que tout le monde disait que j'étais un super papa, et une erreur un jour a été fatale, et grâce à Dieu, ma fille s'en est sortie sans séquelles, et c'est ce qui m'a inoculé le virus de la parentalité, dans l'objectif que ça ne se reproduise pas pour les autres, mais aussi pour me réparer moi-même de cet ultra-traumatisme que j'ai vécu suite à cet accident. D'accord. Et alors, ça a changé votre vie, hein. Vous étiez formateur en pharmacie ? C'est cela, tout à fait. Et vous avez quitté l'autoroute, toute tracée. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, j'ai commencé à faire des ateliers de parentalité réservés aux pères, parce que j'étais formateur de métier, et sur la partie santé. Et puis sur l'autre partie qui était la sécurité, relative à ce que j'appellerais mon drame heureux. Et au fur et à mesure du temps, on m'a demandé d'élargir ce concept sur les gestes du quotidien, sur la parentalité positive. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure du temps, je me suis formé. Et puis, j'ai eu le soutien de la Fondation pour l'enfance, d'Isabelle Filiosa. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai quitté le laboratoire et maintenant, je mène cette activité de formation à la parentalité pour les futurs pères à temps plein. Et là, vous publiez votre premier livre, ça s'appelle « Mes premiers pas de papa » aux éditions Solar. Alors vous dites que le métier de papa, ça doit se préparer, ça doit s'apprendre. Mais pourquoi on n'apprend pas sur le tas ? Mais disons que les enfants grandissent très vite, ils passent très vite d'une étape à une autre. Et le temps de découvrir les tenants et les aboutissants d'une étape, eh bien, ils seront déjà passés à l'autre étape. C'est-à-dire que si vous attendez, si vous suivez au quotidien un petit peu cette évolution, vous avez de grandes chances d'être tout le temps en retard. C'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut au moins connaître les étapes de développement de l'enfant, ne serait-ce que de savoir qu'à partir de 3 mois, c'est le moment où il va appuyer sur son coude que c'est la première étape du développement pour se retourner. Il ne faut pas le vivre à ses dépens. Et s'apercevoir qu'il est tombé de la table à langer parce qu'on ne connaissait pas les étapes du développement. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et c'est vrai qu'une des grandes clés de la réussite de la parentalité réside pour beaucoup dans l'anticipation. C'est pas la peine d'être un expert, mais de connaître au moins les étapes du développement. Et puis de s'inscrire dans l'anticipation, c'est extrêmement important, notamment quand on va arriver après, je pense, à la période du terrible tout, l'âge où l'enfant va dire non à tout. Eh bien, si vous vous dites ça y est, je maîtrise le terrible tout, il y a de grandes chances que le terrible tout soit en train de se terminer et que votre enfant ait 3 ans. Donc, et pendant ce temps-là, vous serez abîmé parce que dans les relations avec lui, si vous n'avez pas eu le bon comportement, au final, au quotidien, dans soi, ça n'a pas grands effets, mais multiplié par de très nombreux jours, un mauvais comportement de l'adulte, ça détruit ce que l'on a de plus cher, qui s'appelle le lien d'attachement, qui est le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir avec nos enfants. Absolument. Alors justement, ce lien d'attachement, comment il se construit avec le père ? Alors, le père doit prendre sa place, comme je leur dis, au plus tôt et au plus fort, parce qu'on aurait tendance à attendre que l'enfant avoir des interactions avec lui pour commencer à vivre pleinement la vie avec lui. Au contraire, il faut vraiment, dans cette période de 0 à 1 an, construire ce que j'appellerais les fondations qui vont permettre plus tard d'attaquer la période éducative à partir d'1 an. Et la maman bénéficie d'un crédit d'entrée de jeu, si j'ose dire, tandis que le papa, non. Et il est important, justement, de marquer son territoire et de montrer à l'enfant qu'il n'est pas la source unique du désir de sa maman, mais bien qu'il y a aussi quelqu'un d'autre avec qui il doit partager cela.
Et c'est la raison pour laquelle il est important de prendre sa place au plus tôt, au plus fort, dès les premiers instants, de communiquer avec son enfant, comme on n'a jamais communiqué avec quelqu'un d'ailleurs, même s'il dort. Et puis de participer à tout ce qui est échange, bain, soins, hygiène. Et comme je me plais à leur dire, tous ces moments d'interaction, il faut qu'il y ait plus d'interaction de vie que d'interaction de gestes, de change proprement dit, parce que c'est ça qui va permettre de construire du lien avec son enfant, sachant que, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que vous allez me dire, on est le parent, après tout, on devrait avoir le crédit d'office. Et bien justement, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de crédit d'office avec nos enfants et qui ne nous accordent pas une confiance innée dès qu'on leur demande de faire quelque chose. Et de ce fait, c'est l'opposition. Et il faut savoir réagir à cette opposition sans se détruire les uns les autres. Absolument. Et ce que dit Gilles, c'est pas nouveau. Quand on voit dans les civilisations anciennes, par exemple à l'Antiquité, on voit que la période juste après l'accouchement, au moment de l'accueil, de la mise au monde, on voit le papa et son investissement, et on appelle cette période-là, pendant les 40 jours, la période de la couvade. Dans tout le pourtour méditerranéen, on avait le papa qui prenait place sur la couche avec la maman et le bébé, et ils restaient tous les trois. Et ils étaient servis, on leur préparait à manger, on les nourrissait. On appelle ça la couvade. La couvade, c'est un autre sens, Karima. La couvade, c'est le mari qui grossit en même temps que sa femme pendant la grossesse. Après, justement, les psychologues se sont emparés en fait de ce concept et de ce rituel en fait qui était pratiqué dans les anciennes civilisations pour dire que voilà, le papa, puisqu'il porte pas durant ces 9 mois l'enfant, il le porte pas physiquement et il peut pas qu'il peut pas, mais en tout cas, il n'arrive pas à trouver sa place dans la structuration psychique et dans l'investissement psychique de la mère. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à somatiser. À somatiser et à commencer à vouloir prendre cette place en ressentant en fait les contractions, en ressentant même les rejets au niveau de la nourriture, les odeurs, toute cette période où la femme a ses envies. Qu'on n'arrive toujours pas à expliquer vraiment scientifiquement. On parle de la tempête hormonale, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi plus cette nourriture que celle-là et pas ça. Et donc le papa fait la même chose par imitation. N'oublions pas, il y a les neurones miroirs en fait qui interviennent là aussi. Et donc c'est la manière aussi du père de s'investir et de devenir en quelque sorte, comme le dit Edwige Antier dans un de ses livres, L'éloge des mères, qui dit et qui parle du papa qui est l'enveloppe de l'enveloppe. Je trouve ça magnifique, justement, qu'on n'est pas là à se battre et à être qui va être auprès de l'enfant. On va être là tous les deux. On a besoin d'être là tous les deux et chacun dans son rôle. On ne va pas avoir un papa bis, une maman bis, dans le sens où, dans ses gestes techniques et dans tout ça, mais d'être vraiment ce père, ce tiers séparateur qui va accompagner cet enfant et l'ouvrir au monde. Pour tout le monde, le tiers séparateur... Alors, c'est pas le tiers prévisionnel, c'est quoi le tiers séparateur ? Le tiers séparateur, c'est le père en fait ou le substitut paternel, d'accord, qui va venir en fait séparer la mère de l'enfant, cette dyade, la mère et l'enfant et cette fusion. Maman, elle est très attachée à son enfant et l'enfant aussi et il ne voit que maman. Et il y a une, je sais pas si vous connaissez ce film, Racine, je pense que vous Kunta Kinte. Roots. Voilà, exactement. Roots, oui. Et il y a un passage dans ce film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune préadolescente à l'époque dans ma génération, c'est pas la nouvelle version, où le père, quand il accueille sa fille, que sa femme met au monde leur fille et qu'il la prend et qu'il la lève au ciel comme ça et qu'il la présente au créateur de l'univers et qu'il dit voici ma fille, et c'est comme si il informe l'univers en entier que voilà, il est père, qu'il devient père et qu'il a ce rôle de protection, ce rôle de préservation, ce rôle d'ouverture envers cet enfant et d'éducation envers cet enfant. Et le tiers séparateur, c'est ça, c'est celui qui vient séparer la mère, qui vient défusionner la mère et l'enfant alors beaucoup de psychologues disent que ça, généralement on n'a pas besoin du père entre 0 et 3 ans. Il y a beaucoup de psychologues qui disent ça, je ne sais pas si Gilles vous êtes d'accord ou pas là-dessus. Jusqu'à 3 ans, il n'a pas besoin, il n'a besoin que de sa maman. Voilà, l'enfant et sa mère pourraient se suffire. Pourraient se suffire. Alors, parce qu'on reste sur la biologie en fait, dans le sens tout où... à fait. La mère qui va le nourrir, la mère qui va donner le sein ou pas, qui va... Oui, l'enfant il a besoin d'amour et de lait, donc la maman est capable de lui donner à 100%, donc il n'y a pas de raison, si j'ose dire, que le père soit là. Et moi-même, c'est ce sur quoi j'insiste en formation, en disant, à la limite, qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne m'apporte rien. Sauf que justement, il faut prendre cette place au plus tôt et au plus fort, parce que par la suite, on va avoir besoin de lui. Et qu'il ne peut pas arriver d'un coup, comme ça, en plein milieu, si j'ose dire, de l'évolution, en disant, coucou, c'est moi, j'arrive, et puis maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle il faut
faut commencer au plus tôt à démarrer cette relation. Et donc, je dirais que le papa enveloppe la maman, qui elle-même enveloppe l'enfant dans cette idée donc, du tiers séparateur. Et puis, à 8 mois, l'enfant il prend conscience qu'il est un être plein et entier. C'est le moment où il prend conscience qu'il n'est plus en binôme avec sa maman. Et donc, la maman, c'est là qu'elle doit réinventer son rôle, puisqu'elle avait un crédit d'office qui est à la naissance. Et elle doit réinventer son rôle à ce moment-là. Et le père, il ne doit pas attendre, il doit au contraire, lui, inventer son rôle au plus tôt. Et même in utero, j'allais dire, en commençant par communiquer in utero, parce qu'ensuite, on va avoir besoin de lui pour justement être dans cette triade dont vous parliez à l'instant. Et il faut gagner ces lettres de noblesse, il faut gagner cette crédibilité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la carte de parents pour faire en sorte que nos enfants nous écoutent. Absolument. Et sinon, ce serait trop beau. Et souvent, je me plais à leur dire en formation, tenez, t'es à la police, donne-moi vos papiers, il n'y a pas le choix, tu donnes tes papiers. Mais si tu sors ta carte de parent, là, malheureusement, ça ne suffit pas à fonctionner. Et souvent, moi d'ailleurs, pour faire sauter ma fille donc du lit jusqu'à mes bras, elle me dit, papa, approche-toi. Bon, jusqu'au moment où j'ai plus qu'à tendre les bras, je la prends, il n'y a pas de saut, en fait. Et quand je l'ai amenée à l'île de la Réunion il n'y a pas longtemps, elle est partie faire du parapente avec un gars qui n'a jamais fait un petit déjeuner, jamais fait un bisou, jamais fait quoi que ce soit. Les enfants sont ingrats. Et ça, c'est une ingratitude qu'on peut ressentir. Et il suffit que ça vienne de nous, d'ailleurs, pour que ça suscite l'opposition. Alors, quand ça vient venir de l'extérieur, souvent on dit, votre enfant, il s'est très bien comporté, comme il ne le ferait pas chez nous à la maison. C'est ce paradoxe-là qui est difficile à gérer parce qu'on a le beau rôle sans forcément avoir le beau rôle non plus. Voilà, c'est ce paradoxe-là qui existe. On a le beau rôle parce qu'on est les parents, on les a mis au monde, etc. Mais il y a cette espèce d'opposition permanente qui fait que c'est pas facile à gérer au quotidien. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux avoir juste des informations. Et puis également aussi, donc par rapport à ce que vous disiez, l'objectif, c'est pas d'en faire des mamans bis, mais des papas plus. Oui, absolument. Voilà. Super. J'aime beaucoup cette formulation. C'est magnifique. Bien, on verra tout à l'heure que le métier de papa, ça s'anticipe. Alors, vous parliez tout à l'heure d'être là le plus tôt et le plus fort, mais dès la grossesse, il faut parler à son enfant. Bien sûr. D'autant plus qu'on est des hommes et qu'on a la voix qui porte, qui est plus grave, donc qui va plus transpercer les ondes qui vont permettre d'arriver jusqu'à ses oreilles. Alors après, c'est pas évidemment, on n'entend pas distinctement. C'est comme quand vous êtes sous l'eau et que vous entendez quelqu'un qui va crier au-dessus. Voilà, mais c'est prouvé parce que tout ce que vont faire les pères, il faut prouver scientifiquement, alors que la mère, on lui dit, elle a l'instinct maternel, c'est comme ça, et du coup, ça l'empêche. C'est inné et toutes les mères l'ont évidemment. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est un crédit que vous avez. Voilà, bon. Alors que le père, il doit toujours prouver. Donc, il y a des études qui ont prouvé qu'effectivement, plus tôt on va être connecté, plus tôt on va essayer d'installer cette harmonie familiale et mieux ça va se passer par la suite. Et qu'est-ce qu'on lui dit alors ? On lui dit que c'est une merveille, qu'on a pris la décision de le faire venir au monde parce qu'on a fait cette bonne décision, parce qu'on sait que c'est une bonne décision, parce qu'on sait qu'il va réaliser de grandes choses, que c'est une belle personne et c'est une personne qui est extrêmement importante. Et il faut commencer à permettre donc cette future confiance en soi dès le départ. Et ça vient beaucoup par le canal des parents et par la qualité des mots qu'on va employer. Mais ça veut dire que l'enfant, une fois qu'il sera né, il aura déjà la voix de son père en mémoire ? Là, c'est prouvé. Récemment, il y a eu un nourrisson qui est né où justement il retrouve la voix de son papa. Il y a une photo que je pourrais vous faire passer qui est extraordinaire où on voit un sourire dès qu'il entend la voix de son papa parce qu'il la reconnaît, parce que c'était un papa qui avait donc extrêmement communiqué in utero. Et une fois qu'il était sorti, son papa lui parle et il y a un échange de sourires et de regards qui est très très fort. Et on pourrait croire que c'est le regard de la maman, alors qu'en fait, pas du tout. Il regarde son papa parce qu'il y a eu cet échange qui s'est fait in utero. Voilà, donc c'est prouvé que plus on s'investit, plus on va libérer de l'ocytocine chez la maman. Et l'ocytocine, c'est un peu l'hormone magique qui va permettre de favoriser l'accouchement, parce que ça colonise l'utérus pendant l'accouchement. Ça va permettre d'ouvrir le robinet, si j'ose dire, pour la lactation. Voilà, ça va permettre beaucoup de choses. Et l'harmonie familiale, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et qui doit être remis en question, qui doit être comme quand vous faites de la cuisine, un peu de sel, un peu de poivre, c'est jamais terminé. On ne peut pas s'asseoir sur une assise en disant ça y est, c'est fait. Non, c'est tous les jours à remettre en question. Être papa, ça s'anticipe. En tout cas, c'est le message qu'on va vous faire passer ce matin avec Karima Chadibaou qui est avec nous et puis Gilles Vaquier de La Baume qui est créateur de l'atelier du futur papa, le premier concept de formation à la parentalité dédié
au futur père. Vous d'ailleurs, vous avez même passé un CAP petite enfance. Hein ? Oui, bien sûr, oui, j'ai passé un CAP petite enfance, j'ai passé un certificat, donc comme Karima, de formateur pour parents de discipline positive, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et puis j'ai eu le soutien et j'ai beaucoup appris d'Isabelle Filiosa sur tout ce qui était de l'ordre de la parentalité positive. Voilà, qui est Isabelle Filiosa, qui est la maman, à mon sens, de la parentalité positive en France en 2020. Voilà, et qui a démarré ses émissions sur Beurre FM il y a plus de 20 ans. D'accord. Vous voyez, c'était il y a même bien plus de 20 ans, et qu'on salue. On l'a fait à deux, on s'en occupe à deux. Hein, c'est pour la punchline du jour. Mais finalement, vous dites quelque chose d'intéressant, mais il faut d'abord définir le type de père qu'on veut être. Ça veut dire quoi, être le type de père qu'on veut être ? Moi, j'ai pas... Bah si, je dis qu'il faut d'abord voir le type de papa qu'on veut être. Bon, c'est-à-dire que si vous voulez, on a de grandes chances de de reproduire les schémas de son passé. C'est ce que peut-être que vous vouliez dire. Je vous laisse intervenir. Je vous en prie. Oui, alors je vais le prendre du côté féminin parce que moi je suis une femme et une maman. C'est qu'on sait quelle jeune fille on a été ou quelle femme ou quelle épouse on est, mais on découvre en fait avec l'enfant quels parents on veut devenir. Donc on a des idées un petit peu, on a un peu je sais pas si on va être autoritaire, si on va être autoritaire, bienveillant, ou dire voilà, moi je veux être le parent, mon enfant, je veux vraiment le porter, faire tout, lui autoriser tout ce que moi j'ai pas pu, pour venir à son histoire personnelle. Hein, on l'a déjà dit dans cette émission plusieurs fois, d'accord, que le parent que je veux devenir, il est souvent conditionné par mon histoire personnelle. Quel papa ou quel homme je suis. D'accord ? Si je suis un homme affectueux, un homme tendre, ou un homme peut-être, alors je vais aller d'une extrême à l'autre, hein, ou alors quelqu'un de brutal, et le fait d'avoir un enfant va faire sortir de nous, d'accord, le meilleur de nous. Et souvent, moi je le vois en accompagnant beaucoup les familles, hein, c'est surtout ça, les familles, les papas, j'en vois pas beaucoup, j'aimerais en voir plus, et là je suis super contente parce que M. Gilles est là, et donc de pouvoir d'être porteur de cette voix de tous ces papas et de dire et d'encourager aussi les pères à venir, et qu'il y a des ateliers qui existent pour les aider justement à devenir les papas plus, comme il l'a dit, donc de venir et de faire le point sur sa propre histoire, d'accord, parce que l'enfant, il révèle vraiment... Il révèle des choses incroyables en nous. Tout à l'heure, Gilles parlait de sa fille par rapport, quand il disait qu'elle fait le saut et qu'elle a réussi après, sur l'île de la Réunion, à faire le saut en parachute, si j'ai bien compris, avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et c'est parce que justement, elle a eu assez de sécurité avec son papa, il a été assez présent, il a sécurisé, il lui a donné confiance pour qu'elle puisse, à l'extérieur, sauter en parachute. C'est parce que justement, papa est là. Et donc, papa, pour qu'il puisse faire tout ce travail, pour qu'il puisse donner confiance, c'est qu'il a déjà travaillé sur sa confiance en lui. On ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. C'est ça. On ne peut pas. Donc, ça se travaille, oui. Les papas viennent, parlent de cette image et de cet imaginaire de quel papa je veux devenir et de pouvoir travailler dessus. Et de dire, OK, il y a ce genre de père qui te plaît, OK, donc si c'est quelque chose qui te plaît, c'est que c'est déjà en toi. Donc maintenant, voyons comment on va développer toutes ces compétences. Alors on parlait de la confiance en soi, mais il y a beaucoup de papas, avant de le devenir, qui doutent de leur capacité d'être père et qui ont même peur de mal faire. Bien sûr. C'est pour ça, notamment, qu'ils viennent participer à des ateliers pour venir acquérir des informations, des connaissances, des astuces. Et puis surtout, j'allais dire, moi, ce que je propose, c'est une perspective. Voilà. Il faut bien préciser, donc, dans ce que vous disiez, Karima, par rapport aux ateliers, tout ça, que ce qui peut être un frein, c'est de se dire on va me faire la morale. C'est pas du tout ça. C'est vraiment dans la convivialité. C'est très important. Ça se passe toujours, on rigole. Et puis, il n'y a pas de leçon de morale à donner aux autres. On leur donne des clés. Et après, chacun est patron de sa vie. Et puis pourra tourner la clé ou pas. Voilà, ça, je pense que c'est important à signaler. Et effectivement, comme vous disiez à l'instant, il y a cet effet incroyable qu'a l'enfant, qui est un hyper révélateur du stress, du stress sous-jacent qui existe à l'intérieur de nous, et que la moindre opposition va nous faire jaillir, comme si vous mettez un coup de pioche dans un endroit où il y avait du pétrole sous la terre et qui jaillirait comme ça du ciel, et donc va nous faire jaillir ce stress sous-jacent. Ça peut être ce qu'on a vécu nous-mêmes pendant notre enfance, ça peut être le souci actuel qui peut être financier, qui peut être avec sa conjointe, peu importe. Il est un hyper révélateur du stress sous-jacent qui existe à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle on va avoir en conséquence un comportement qui va être démesuré avec lui
plus qu'avec n'importe qui d'autre, que ce soit même notre pire ennemi. Et de ce fait, il faut acquérir d'autant des connaissances parce qu'il y a ce phénomène qui fait qu'on va donc avoir une hyper-réaction avec notre enfant plus qu'avec n'importe qui d'autre. Oui. Voilà. Absolument, et puis cette volonté aussi de contrôle, parce qu'on s'imagine que nos enfants sont à nous et qu'ils nous appartiennent. Vous vous souvenez quand on a fait l'émission sur les violences éducatives ordinaires, et de vouloir soumettre en fait son enfant, et du coup quand l'enfant, notamment à la phase d'opposition, comme vous disiez Gilles tout à l'heure, ou quand il y a la phase des 8 mois, quand il est dans l'angoisse de séparation, ou qu'on se trouve démuni, ou quand il est dans la préadolescence, entre les 9 ans, 10 ans et jusqu'à 12 ans, où il va commencer à s'opposer, à ne pas vous écouter, vous devez répéter 10 000 fois les mêmes choses, que ce soit maman ou papa d'ailleurs, de toute façon. Et donc, vous vous retrouvez complètement démunis, que vous voulez soumettre ou dominer cet enfant. Et c'est vrai ce que dit Gilles, c'est qu'on va plus facilement le faire avec l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'on a ce rapport hiérarchique avec notre enfant, qu'on est, je suis ton père, je suis ta mère, tu m'écoutes, quoi. Jusqu'à une certaine période, quand on étudie un peu l'histoire et l'évolution des pères dans notre société, à l'époque, moi, je ne vais pas aller très loin. Bon, je ne suis pas très vieille, mais à l'époque, mon papa, il suffisait que... Mon père ne parlait pas beaucoup, Il suffisait qu'il sortait ses yeux pour que je me cristallise sur place, quoi. Alors que maman pouvait répéter 10 000 fois. Mais il y avait cette peur, ce respect, cette peur de décevoir aussi le père. Et c'est le père, quand ça arrive à papa, ça y est, là, c'est la fin du monde, quoi. Ça y est, on est arrivé à un point de non-retour. C'est le bureau des noms, là. C'est le bureau des noms, exactement. Et souvent, les mères menaçaient en disant, même on le fait encore, je vais le dire à ton père. Oui. Quand ton père va rentrer, tu vas voir. Parce que le père représentait, excusez-moi de couper, l'autorité exclusivement. Exactement, voilà. Alors que la mère... Son schéma d'action, c'était l'autorité. Absolument. De droite à gauche. Et il n'y avait pas cette notion de bienveillance, aussi de douceur. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, en 2020, qu'on peut être autoritaire, mais aussi... bienveillant à la fois. Voilà. Absolument. Et donc, du coup, avec ces ateliers aussi, le papa va découvrir que c'est pas juste la figure d'autorité, mais qu'il est aussi ce père qui peut être bienveillant, on parlait de bienveillance, ce père qui peut être sécure, qui va accompagner, qui va être à l'écoute, et qu'il va le faire, lui, à sa manière. Pas à la manière de maman, mais à la manière de papa. D'accord ? Et on le voit beaucoup dans une émission, vous vous souvenez, on avait eu les témoignages des papas solo, où on voit cette relation vraiment incroyable, presque fusionnelle, mais dans le bon sens, du papa avec sa fille qui vient s'exprimer, qui vient retrouver le réconfort, qui vient trouver aussi la sécurité, d'une autre manière qu'avec sa mère, mais qui est vraiment... Je trouve que les hommes aujourd'hui doivent vraiment travailler et être vraiment dans ça... de ne pas avoir peur, de se dire on ne va plus être des hommes, finalement on veut faire quoi de nous ? Tout à fait. Voilà. On ne perd pas en testostérone, on ne perd pas en masculinité, on ne perd pas en virilité. Bien au contraire, on a tout à y gagner pour soi et pour la relation avec son enfant, à avoir ce nouveau comportement de ne pas être juste une figure d'autorité, mais bien un papa qui est capable de créer un lien hyper fort avec son enfant. Et puis la première des difficultés, ça commence par lui dire arrête-toi de crier sans le faire soi-même, voilà, et être le bon exemple, puisque on ne sait pas vraiment comment la transmission se fait, mais il y a quand même des pistes, et notamment l'exemple, c'est une très bonne piste de transmission, et ça comme vous disiez tout à l'heure, pour transmettre aux autres, il faut commencer à s'appliquer à soi-même, parce que ça va commencer, c'est ce que l'enfant va regarder, et on aura toujours tort, parce que si il va nous dire oui mais toi tu cries, oui mais moi je crie parce que toi tu as commencé, si tu n'avais pas commencé j'aurais pas crié, oui mais tu cries quand même, et on rentre dans quelque chose où on va forcément avoir tort à l'arrivée. Absolument. C'est la raison pour laquelle il faut avoir quelques connaissances en amont, et par exemple des fois quand on envisage de crier, tout simplement basculer, ça j'arrive pas à tout évidemment, voilà, on n'est pas des robots, mais ce que je dis aux autres, je me l'applique à moi-même, et quand on envisage de crier, de chuchoter par exemple, tout simplement, et ça aura beaucoup plus d'impact, parce que l'objectif c'est d'avoir du résultat. C'est là la difficulté, c'est qu'il faut du résultat, parce qu'il ne veut pas mettre son blouson, parce qu'il est très en colère, parce que le temps passe, parce qu'on doit partir, parce qu'on a des impératifs de vie derrière, etc. Donc dans cette culture du résultat, il faut connaître des trucs, des astuces, des moyens qui peuvent nous permettre de l'amener là où on veut l'amener,
en évitant de s'abîmer. Voilà. Après, si c'est samedi, que c'est calme, que tout va bien, qu'on veut parler de la Terre, des étoiles, de l'univers, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est de l'opposition, eh bien, il faut avoir des connaissances pour éviter de tomber dans cette espèce de schéma rigide et froid qui consiste à dire il y a un exécutant d'un côté, c'est toi, il y a un donneur d'ordre de l'autre côté, c'est moi, et tu en as pris pour 20 ans. Voilà. Absolument. C'est quoi les nouveaux papas ? Ils sont vraiment différents des anciens papas ou c'est un concept ? Ah oui, non, les nouveaux papas, ils existent, ils sont différents, ils ne sont pas assez nombreux, mais ils sont dans la lignée de ce que je viens de décrire à l'instant. Oui, absolument, je suis du même avis. Et ces nouveaux papas, on les voit, moi, quand j'interviens au niveau des collèges ou au niveau des écoles élémentaires, on les voit, comment ils s'investissent et les questions qu'ils posent. On a vraiment, Philippe et Gilles, l'impression, en fait, qu'ils vont couvrir une partie du terrain qui n'est pas couvert par la mère, ou pas, il va voir des choses en fait. On parle souvent de la femme qu'on dit oui, elle va voir les détails, elle va voir les subtilités. Mais le papa, il a aussi cette capacité à pouvoir et à voir et même avoir une analyse. Mais vraiment, moi je les vois en réunion et tout ça. Je me dis waouh, ça je l'avais pas vu. Et dire il y a qu'un papa qui peut voir ça. Pourquoi ? Parce que le masculin est différent du féminin. C'est et heureusement de l'homme, absolument. Exactement. Tout à fait. Et les nouveaux papas, on va dire il y a quelque chose. Il y a cette différence là. C'est différent. En fait. Tout à fait. Que les papas d'avant, c'était il y avait il était. Il ne cherchait pas à aller voir plus loin que ce qu'on lui avait attribué, que ce rôle d'autorité qu'on lui avait attribué. Exactement. Donc là, par contre, il cherche à aller voir plus loin, justement, et de ce fait, il découvre des choses, il est capable de transmettre des choses que les mamans elles-mêmes, parfois, ne voient pas. Voilà. Absolument. Malgré le fait qu'on leur a dit, vous êtes des mères, vous savez tout, vous avez l'instinct maternel, etc., ce qui n'est pas forcément garanti, bien sûr, quoi. Alors vous disiez tout à l'heure que le papa doit construire sa place. Comment est-ce qu'il l'a construit sa place auprès de ce duo maman et bébé ? Allez-y. Alors, il construit sa place, déjà in utero, on avait dit tout à l'heure en communiquant au maximum pendant la grossesse. Pendant la grossesse, absolument. Ouais. Et puis ensuite, dès que l'enfant est là, il va participer à tout ce qui est échange, bain, soins, hygiène. Et pendant ces moments-là, essayer d'avoir plus d'interaction de vie que d'interaction de gestes de change proprement dit. Ouais. Voilà. Alors, des interactions de vie pour tout le monde ? C'est-à-dire que là, je soulève ton pied droit, j'enlève ton élastique droit, je soulève ton pied. Voilà, il faut décrire. Ah, faut dire. Il faut décrire en permanence. Allez-y. Il faut décrire en permanence ce que l'on fait. Et puis communiquer avec lui, c'est-à-dire que quand je rentre à la maison, même s'il dort, je vais lui parler. Voilà, à l'oreille, je lui parle, je lui dis je viens de rentrer à la maison, je suis heureux de te retrouver, etc. Même s'il dort. Parce qu'un nourrisson, il a 1h30 d'éveil, on va dire, dans une journée, 18 heures de sommeil, le reste, c'est de la nourriture. Donc, si vous attendez ce temps d'éveil pour communiquer avec lui, c'est mal barré. Oui. Donc, il faut communiquer avec lui même s'il dort et toujours dire ce que l'on fait. Décrire ce que l'on fait, c'est très important. Et puis soulager la maman. Donc verbaliser en permanence. Il y a verbaliser en permanence. C'est vraiment, c'est aussi, je vais aller dans le niveau énergétique aussi. Quand le papa est là, moi je me souviens personnellement quand j'ai eu mon premier enfant, ma grande fille. Moi je me réveillais, donc je l'allaitais et je me réveillais donc la nuit quand elle se réveillait pour l'allaiter. Et mon mari se réveillait aussi. Et moi je lui disais, dors, pourquoi tu te lèves ? Je dis, moi j'étais à ta place, je dors quoi. Il me dit non, il me dit comment je peux moi dormir alors que toi tu es en train d'allaiter notre bébé ? Et donc, du coup, il restait éveillé, assis à côté de moi, et le temps que la petite prenait sa dose de lait, quoi. Et puis moi, je disais, waouh, j'ai beaucoup aimé, parce que là, du coup, la mère, vous parliez tout à l'heure de la mère pour être un soutien, un réconfort, là, du coup, on est vraiment, c'est ça, partager, d'être dans ces moments de vie. C'est un bon conseil qui sera dans le tome 2. Voilà, exactement. D'être dans et pas dire, c'est à ton tour de faire le biberon. Moi, j'allaitais, mais pour le biberon, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et qu'il y ait vraiment ce temps, parce que l'enfant va sentir au niveau énergétique que les deux sont là. Le masculin et le féminin. Alors on parle du métier de futur papa. Alors c'est pas un métier, mais en tout cas vous en prenez pour au moins 20 ans. Gilles Vaquier de La Baume est notre invité. Vous avez créé les ateliers du futur papa, le premier concept de formation à la parentalité dédié au futur père. Et vous publiez votre premier livre qui s'appelle « Mes premiers pas de papa » aux éditions Solar. Karima Chadibaou est là également aussi pour nous accompagner. Finalement, ces nouveaux papas là, dont on est en train de parler aujourd'hui, pourquoi ils iraient en formation ?
Ils en voient pas forcément l'utilité. Je dis, attends, ah oui, pas forcément, bien sûr. Oui, tout à fait. On peut très bien se dire à quoi ça sert. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes peuvent se dire avant de rentrer. Mais à 17h, le samedi, je peux vous garantir, vous pouvez interviewer les 25 personnes qui sont venues et vont vous dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire cela. Voilà. Pourquoi ? Par exemple, on va faire donc la partie éducation positive et leur apprendre comment réagir par rapport aux périodes d'opposition. Parce que quand on parle d'opposition positive, ça voudrait dire qu'il y aurait une éducation négative, vous voyez ? Oui, ça sous-entend ça. Oui, tout à fait. Quelque part, quand on est descendant, quand on est dans une éducation verticale, c'est pas forcément très positif. À mon sens, on peut même qualifier de négatif. Mais on parle aussi d'éducation positive en référence au courant de la psychologie positive, celle qui croit au potentiel humain. Donc, si j'éduque et j'accompagne mon enfant dans l'éducation positive, c'est parce que je crois en son potentiel et à sa capacité de pouvoir réguler ses émotions, de pouvoir entendre et d'être dans une collaboration, une coopération avec mon enfant. C'est le tirer vers le haut. Absolument. Et faire en sorte de faire appel à sa raison plutôt qu'à son obéissance, quoi. Voilà. Absolument, parce que est-ce qu'on veut des enfants ? Moi, je le dis souvent, même aux mamans, quand elles arrivent, on peut poser aussi même la même question. Pourquoi est-ce que les mamans viennent ? On dit que les mamans ont déjà l'instinct maternel et qu'elles vont venir et que c'est bon, elles savent, elles connaissent bien leur enfant, elles ont l'instinct et ceci, cela. Oui, mais souvent, c'est parce qu'on est face à des situations qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on est débordé ou submergé émotionnellement, qu'on se dit, tiens, il y a peut-être une autre manière de faire. Et généralement, moi, pour les peu de papas que j'ai pu voir dans mes ateliers, la plupart du temps, c'est quand ils font acte de violence et qu'ils voient qu'ils ont donné une fessée ou une claque et qu'ils ne supportent pas et qu'ils se disent, je suis sûr qu'il y a une autre manière de faire, je vais voir. Et là, ils s'intéressent aux ateliers, ils se disent, il y a certainement... Et il y a une autre manière de faire, absolument. Et donc, pour corroborer vos propos et puis répondre aussi plus en détail à votre question, c'était d'acquérir donc des astuces, connaître les stades de développement de l'enfant, notamment aussi pratiquer tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, position de sécurité pour le bain. Tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne sait pas de quoi il retourne. Dans quel ordre je m'organise quel matériel, ça sert à quoi, pourquoi. On a également je fais aussi tout ce qui est de l'ordre de la prévention de l'étouffement et le geste, au cas où on serait face à un étouffement. Généralement, ça peut être vers 8 mois avec les morceaux de nourriture ou lors du 4x4 avec les petits objets qui peuvent traîner par terre. Donc, moi, ça m'est arrivé d'avoir un étouffement à la maison, donc vaut mieux connaître le geste. Oui. C'est pour ça qu'il y a la PLS dans votre livre. Oui. Voilà, entre autres. Il y a aussi, et donc ils sont heureux d'avoir pratiqué tout ça. Comment est-ce qu'on porte un nourrisson ? Voilà, comment est-ce qu'on l'emmaillote ? Ils apprennent même à emmailloter. Oui, bien sûr. Super. Et pourquoi c'est important de l'emmailloter d'ailleurs ? Pourquoi c'est important d'emmailloter ? Jusqu'à quel âge ? Il y a énormément de choses à dire. Et puis aussi la prévention des risques. Comment est-ce que je sécurise mon domicile ? Comment est-ce que je dois me comporter quand je me déplace ? Quel matériel je dois acheter ? Et puis après, il y a toute la partie astuces et conseils en fin de journée sur tout ce qui est méthode et éveil de mon enfant. Voilà. Et ça, c'est sur combien de temps ? Alors, c'est sur une journée complète. D'accord. Pourquoi calmer un tout petit, c'est une mission idéale pour un nouveau papa ? C'est une question pour Tarek. Alors, calmer un tout petit, c'est une mission Tarek idéale parce que ça vous permet justement de créer du lien avec lui et de lui montrer qu'il n'y a pas que la maman qui peut faire ce rôle et que on est dans une triade, on est à 3. Il y a la maman qui est là, mais il y a aussi le papa. Ça me permet, c'est une formidable opportunité. Quand vous avez un nourrisson qui pleure, d'aller le chercher, d'aller le calmer, d'aller checker ce qui ne va pas. Alors généralement, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire, comme changer la couche, donner à manger, trop chaud, trop froid, ou change-moi de là. Et l'autre partie, ce sera les pleurs de décharge sur lesquels on peut lui caresser le dos et lui dire tout va bien, le prendre en position de l'avion et le promener dans son appartement ou sa maison. Donc c'est une formidable opportunité de s'en occuper. Et il n'y a pas que maman qui peut calmer un tout petit qui pleure. Et d'ailleurs, on le voit, moi je l'ai remarqué en regardant, vous savez, les papas ne portent pas de la même manière l'enfant. Maman porte l'enfant avec le visage face contre face.
d'accord ? Donc là, c'est vraiment dans la fusion. Et papa le porte. C'est ce que je leur dis. C'est ce que vous leur dites. Voilà, la position. Ça, c'est la maman. Voilà. La position de l'autre côté où on tient la jambe supérieure et le regard vers l'extérieur, c'est le papa. C'est le papa qui ouvre au monde. Donc là, rien que ça, rien que cette position-là, elle est déjà énorme. Oui. Parce que du coup, le monde de l'enfant, c'est plus que maman, c'est aussi papa qui l'ouvre au monde extérieur, aux interactions avec les autres personnes, avec quand on le promène, avec la vie, les couleurs, les objets. Donc rien que ces petites astuces-là, c'est énorme hein, dans l'épanouissement de l'enfant et dans son éducation. Alors il y a un postulat qui dit que plus on élève un enfant à la dure, et plus il sera prêt à affronter la vie et son lot d'injustice. C'est vrai ou c'est faux ? C'est extrêmement faux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est à l'opposé. Absolument. Voilà, ça va dépendre de la personnalité de l'enfant. Voilà. Si Philippe, vous avez affaire à un enfant qui est plutôt rebelle, d'accord, il va vous regarder, il va vous dire ouais, elle a dure même pas mal, et il va y aller. Donc et ça va renforcer encore tout ça. Alors là, vous ouvrez une porte. Là, c'est la boîte de Pandore, comme on dit. Alors là, c'est à l'infini, quoi. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Et puis, plus on m'enfonçait dans ce schéma-là, et plus je m'y enfonçais avec plaisir, d'ailleurs, dans ce schéma où on a vite fait de donner des comment dirais-je, des avis, j'ai pas le bon mot, mais de dire il est rebelle. Oui. Ah, je suis rebelle, et ben, tu vas voir à quel point je suis rebelle. Voilà, exactement. Et puis là, on rentre dans un schéma où, alors là, d'opposition, c'est des escaliers, on descend, et puis ça exactement. Plus, et si l'enfant est soumis, est plutôt renfermé, replié sur lui-même, on est en train on en parlait tout à l'heure, de détériorer en fait son estime de lui-même, et donc du coup, je ne mérite que ça, je ne mérite que d'être traité de cette manière-là. Tout à fait. Et plus tard, quand je suis face à une expérience de soumission, si j'ose dire, c'est ça le paradoxe. Je vais me soumettre. C'est ça le paradoxe du parent, qui est de vouloir que notre enfant se soumette à nos demandes et qui se rebelle en extérieur, si j'ose dire. Et après, on va dire, comment ça, il t'a mis la main sur la cuisse et t'as rien dit. Oui, mais on m'a toujours appris qu'il fallait rien dire. Voilà. Donc c'est ça aussi le. Donc du coup, il va falloir développer le potentiel de l'enfant, croire en lui et vraiment partir de sa personnalité, de son essence, de ce qu'il est, pour ensuite l'accompagner, le faire grandir. Moi, quand ma fille se rebelle, ça me dérange, mais ça me fait plaisir. Oui. Voilà. Quand elle se rebelle, ça me dérange parce que effectivement c'est mes oreilles et puis j'ai pas envie que ça soit fluide, mais ça me fait plaisir parce que je me dis c'est bien ma fille, parce que dans la vie d'une manière générale, et c'est ce que je dis en formation, à part la pluie, moi je vois pas grand chose qui tombe du ciel, et c'est souvent des choses à aller chercher. Exactement. Il faut de la volonté, il faut du courage, il faut faire preuve d'abnégation, il faut faire preuve quand même de certaines qualités personnelles pour aller chercher certaines choses, parce que voilà, la rébellion, c'est bon. Encouragez la rébellion de vos enfants. La belle et bonne et juste rébellion. Je vois que tu n'es pas d'accord, je comprends que tu ne sois pas d'accord. Tu as raison de ne pas être d'accord, parce que moi aussi, si j'avais perdu ce bâton comme ça, je serais extrêmement embêté. Voilà. Maintenant, si tu veux, ce que je te propose, c'est plutôt que de lui dire, non, fais pas ton bébé avec ce bâton qui est tombé par terre. Et arrête avec ça. On lui dit ça, et puis il va se comporter comme un bébé, alors qu'on peut prendre en considération le fait que, il soit très triste d'avoir perdu ce bâton qui, pour lui, avec des super pouvoirs. Voilà, mais on le prend en considération, on valide l'émotion, et puis derrière, on va faire une proposition alternative, sachant que chez l'enfant, il y a quelque chose qui fonctionne très 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 bien, c'est le double faux choix, le détournement d'attention. Attends, le double faux choix. Oui. Alors le double faux choix. La manipulation. Oui, écoutez, il faut mieux se servir de ça que de dire tiens, voilà des haricots, c'est ça et tu manges, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas de la manipulation, Philippe, c'est de l'influence avec intégrité. Oh là là, ça c'est pire ce que vous faites, c'est que vous endormez le poisson. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est. Vous le noyez surtout. Bien. Alors le double faux choix. Allez-y. Il faut le dire, Philippe. Il faut s'en servir parce que c'est très important, parce qu'il n'y a pas de cerveau de la raison chez l'enfant avant 5 ans et demi. Moi, souvent, quand j'ai des groupes, je leur pose la question à partir de quel âge ils peuvent vous manipuler. On me répond 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de raison avant 5 ans et demi. Donc, soit on est d'une manière descendante et on a un rapport, comment dirais-je, strict avec l'enfant. Et puis il y a un donneur d'ordre et puis un exécutant de l'autre côté. Soit sinon on passe par des trucs, des astuces et des moyens qui vont faire qu'on va l'amener là où on veut l'amener en évitant de s'abîmer. C'est-à-dire si vous lui dites tiens voilà tes haricots, c'est comme ça et c'est pas autrement, est-ce que tu dois manger? Ou alors on lui dit haricots ou épinards. Voilà. Un enfant jusqu'à 5 ans et demi va choisir le moins pire. Voilà.
Il va pas vous dire t'as pas autre chose. Ça, c'est après. Oui. Et de ce fait-là, comme lui dire, je veux pas mettre mes bottes. Il y a les bottes rouges ou les bottes noires. Laquelle tu choisis? On sait qu'il va mettre des bottes, mais la seule chose qu'on sait pas, le choix, il est sur la couleur. Voilà. Et c'est lui qui choisit. À partir du moment où il choisit, il adore parce qu'il adore le pouvoir. Donc de ce fait, comme on lui fait goûter à ce qu'il aime, on parle avec ses critères à lui, c'est-à-dire l'autonomie, la découverte et le pouvoir. Et bien quand on lui laisse le choix, tout compte fait, il adore ce choix et il va choisir ce qu'il y a de moins pire pour lui. C'est pareil pour la douche ou le bain. Je dis maintenant tu dois te laver, c'est comme ça. Ben si, parce que tu dois te laver, parce que vous pouvez parler tant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Alors qu'on lui dit qu'est-ce que tu veux sur la douche ou le bain? Allez, qu'est-ce que tu choisis? Et puis il va choisir. Ça peut être aussi. Moi j'ai une autre, c'est dit tu veux te brosser les dents avant ou après avoir mis ton pyjama? Excellent, tout à fait. Ça, elle marche. Donc ça présuppose que tu vas te brosser les dents. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est avant ou après avoir mis ton pyjama. C'est excellent. Donc c'est le pouvoir des présuppositions. C'est ça, absolument. Pouvoir des présuppositions, je le garde, si vous me permettez. Je vous en prie. Les punchlines éducatives, les enfants. on va les garder, on va les déposer. Comment est-ce que le papa peut savoir s'il est devenu une figure d'attachement? S'il y est arrivé. Carrément. Alors, s'il y est arrivé... l'attachement, c'est quoi? C'est cette capacité, en fait, à construire des relations solides, que l'on soit... Donc, généralement, la principale figure d'attachement, c'est maman. Mais là, on se rend compte qu'aussi, avec même un substitut maternel, il y a papa aussi, d'accord? Comment on sait que l'enfant est bien dans ce processus-là? C'est quand il arrive à nouer des relations... D'ailleurs, on le voit dans la cour de récréation, déjà, en classe de maternelle, quand il est en petite section à l'âge de 3 ans ou en moyenne section, dans cette capacité de s'attacher ou de se détacher. D'accord, d'être avec les autres et que la séparation ne se fait pas d'une manière violente et qu'il arrive à faire à être dans ce processus de deuil, parce que les deuils on en fait toute la journée, on en fait tout le temps et les enfants doivent l'apprendre à l'âge de 3 ans quand ils rentrent à l'école, avant un petit peu avec maman et avec papa. Donc c'est pour ça que le rôle du tiers séparateur est important, parce que le papa va venir et aider l'enfant à se détacher. Voilà moi ce que je peux dire. Gilles, je pense que vous avez d'autres... écoutez, moi j'allais dire la meilleure façon d'être sûr d'être la figure d'attachement, c'est quand il va vous hurler dessus, parce que l'enfant va montrer son plus laid visage, entre guillemets, donc à la personne à qui il aime le plus. Et vous pouvez très bien le récupérer à la crèche, et puis ça s'est bien passé, oui, on l'a pas entendu, on a passé une bonne journée, bien mangé, bien dormi, pipi, caca, merci, au revoir. Alors qu'en fait, quand vous le prenez dans les bras, il se met à hurler. Et pourquoi? Parce que toutes les petites frustrations qu'il a eues dans la journée, il a couru pour attraper un objet, c'est quelqu'un qui l'a attrapé avant lui, etc. On lui a demandé de dormir alors qu'il n'avait pas forcément envie de dormir. Enfin, tout un tas de petites frustrations qui vont s'accumuler et qui vont faire que l'enfant va le décharger sur ce qu'on appelle donc la figure d'attachement, qui peut très bien être le papa, être la maman. Et puis, moi, j'avais vu une fois un reportage où il y avait des jumeaux. La maman était arrivée à avoir le calme dans la maison. Le papa arrive et il y en a un des deux qui va vers le papa et qui se met à hurler. Oui. Et la maman le regarde d'un air déçu parce que, donc, elle avait réussi à avoir le calme. Et le papa qui était venu avait ramené les cris. Et donc... en fait, tout simplement, c'était la figure d'attachement. Et comme elle s'était occupée du jumeau dans la journée, il y avait forcément des frustrations, voilà. Et il est allé tout de suite, couru vers ce papa, il est allé décharger ses émotions auprès de ce papa, parce que c'était la figure d'attachement. Et la maman l'a mal pris, à tort, parce qu'en fait, c'est la figure d'attachement et qu'il y avait beaucoup de frustrations et qu'il y a besoin de ressortir, arriver un moment. Exactement, voilà. Absolument. Donc, il faut les encourager, en fait. Oui, à vider ce sac-là, tout à fait. Non pas à vouloir mettre un extincteur sur la colère, mais donc au contraire, les aider à faire sortir cette colère-là. Ce sera plus bruyant, plus gênant pour les oreilles, mais ce sera, plus efficace, salutaire, absolument, c'est le bon mot. Alors Gilles Vaquier de la Beaumont, on les trouve où vos ateliers de futurs papas? À Paris, à Bordeaux, à l'île de la Réunion et dans le nord de la France. Bien, en tout cas merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir, merci.